on ne peut pas arrêter la vie. On peut se suicider 50 fois, ça ne change rien au problème. On est toujours là. Et il y a toujours un univers. Il y aura toujours la conscience, il y aura toujours des univers pour habiter cette conscience. Bon, je suis le fils de Léon Raoult Latem. Il y en a peut-être parmi Mmh. les gens qui nous écoutent qui ont entendu parler de Léon Raoult Latem. Donc c'est pas un hasard non plus, on a déjà travaillé dans de nombreuses vies ensemble sur le même sujet. Mmh. Et on a, quand j'étais petit, on parlait beaucoup du néant, de Dieu, de l'univers, de la matière, de l'atome, etc. Il passait son temps là-dedans à faire des expériences sur le magnétisme, sur le mouvement perpétuel, sur l'énergie, sur tout ça. Et donc en 73, lorsque j'ai fait les corrections de son livre, euh, son livre qu'on a reproduit d'une façon plus moderne, qui était déjà sous le titre Et l'univers fut à l'époque, c'était le livre qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, explique l'origine de l'atome, l'origine de la matière, l'origine de oui, de la matière simplement, puisque il faut bien en être conscient, et j'espère que les gens qui nous écoutent en sont conscients. Les sciences actuelles, la science physique en particulier, sont totalement incapables d'expliquer ce que c'est que la matière, d'expliquer ce que c'est que l'énergie, d'expliquer ce que c'est que l'atome, d'où ça vient, comment ça fonctionne, etc. Ils n'en savent strictement rien. Ils ont des tas d'hypothèses, des tas de théories qui se contredisent les unes les autres d'ailleurs, puisque bon, quand on étudie un peu la question, on se rend vite compte que les théories, par exemple, du Big Bang, est en contradiction totale avec la mécanique quantique, qui elle-même est complètement en contradiction avec l'atome tel qu'on l'utilise en chimie. Et tout ça fonctionne, n'est-ce pas, avec la gravitation et les théories cosmologiques. On fait des satellites artificiels, on envoie des fusées dans l'espace, etc. Alors on se dit c'est formidable, ça veut dire que nos théories sont justes. Pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. On a toujours pu faire de la technologie. La technologie n'est pas reliée à la connaissance. La connaissance, c'est tout autre chose que la description des phénomènes ou la reproduction des phénomènes, c'est-à-dire la technologie. Et les intentions sont très différentes, évidemment, aussi. Donc, avec ces théories cosmologiques, on peut faire des choses, bien sûr. Avec la mécanique quantique, on fait des ordinateurs formidables, on fait des tas de choses comme ça. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un atome, et on croit utiliser, on croit dans les accélérateurs de particules, envoyer des électrons, percuter des particules les unes contre les autres. Ce n'est pas du tout le cas en réalité. Mais tout ça se fait sur ordinateur. Ce sont des calculs, et comme vous vous en doutez bien, des conclusions sur un ordinateur dépendent complètement des prémices qui ont été introduites dans l'ordinateur, donc des hypothèses qui ont été introduites dans l'ordinateur. Donc quand on met qu'il y a des protons positifs et des électrons négatifs et des neutrons, etc., eh bien à la sortie, on a encore des solutions qui reposent là-dessus et qui n'éclairent pas davantage parce qu'à aucun moment on a su ce que c'était qu'un proton, ce que c'est qu'un électron, ce que c'est qu'un neutron, etc., et d'où ça vient. Et puis en plus de cela, cette théorie de l'atome est totalement contradictoire avec l'atome tel qu'on l'utilise en chimie. N'est-ce pas, hein. Et ça marche aussi très bien. On fait des expériences avec la chimie, on fait des tas de choses. Et la chimie fonctionne malgré le fait que l'atome en chimie est un atome planétaire, c'est-à-dire avec des positions de satellites autour des noyaux, exactement comme dans le cosmos. Alors que pour la physique quantique, il n'en est pas question. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses sont conçues. Donc, évidemment, quand on a des théories contradictoires et des théories multiples, puisqu'il faut des tas de théories pour expliquer, des théories pour rendre compte de l'origine de l'univers, des théories pour rendre compte de l'énergie, pour rendre compte de l'espace, pour rendre compte de la gravitation, pour rendre compte de l'esprit, pour rendre compte de la vie, pour un tas de théories différentes, même pour rendre compte de la masse ou pour rendre compte de la lumière, qui sont des théories différentes, qui ne sont pas reliées entre elles, qui sont assez disparates. Quand on a besoin de plusieurs principes ou de plusieurs théories pour rendre compte de l'univers, pour rendre compte d'un phénomène, c'est qu'on se trompe.
C'est pas la peine de chercher plus loin. C'est pas la peine d'insister. C'est pas la peine de continuer la fuite en avant qui consiste à rajouter toujours des théories aux théories et d'essayer de concilier des choses inconciliables, comme on le fait avec la gravitation quantique ou des choses comme ça, ou la théorie des cordes, ou des choses comme ça, qui n'ont pas le plus petit commencement de sens, ou les multivers, ou toutes sortes de choses qui changent à chaque jour, n'est-ce pas? Maintenant, on en est à faire des particules pour la masse, le boson de Higgs. On prétend que c'est des particules de masse. Donc la masse est séparée de la particule. Que Très mon bien. père, dès son jeune âge, dès l'âge de 12-13 ans, où où il était à l'école, a compris que ce qu'on lui racontait sur la gravitation, sur tout ça, parce qu'on en parlait à l'époque, ne tenait pas debout et qu'il y avait trop de contradictions dans ces histoires-là pour que ça avait une chance d'être vrai. Et évidemment, bon, le professeur lui avait dit, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne pourra jamais faire un mouvement perpétuel. Son professeur de je sais pas quoi, de physique ou de peu importe, lui avait dit, on ne pourra jamais faire de mouvement perpétuel, ça c'est sûr. Alors mon père s'est dit, mais attention, attention, qu'est-ce qu'il nous raconte là le monsieur? On ne peut pas dire qu'on ne pourra jamais faire quelque chose. Moi, je vais en faire un mouvement perpétuel. Moi, je vais commencer. Et dès l'âge de 12 ans, il a commencé à étudier la question et à essayer de réaliser un mouvement perpétuel avec la conviction qu'il allait y arriver, évidemment, puisque pour lui, il y avait une évidence première qui n'avait pas l'air d'être une évidence pour son professeur, c'est que l'univers est un mouvement perpétuel. Évidemment, l'univers est un mouvement perpétuel. Là, je suis assis sur une chaise, il y a des atomes sur cette chaise, ces atomes, ils ne disparaissent pas parce que je suis assis dessus. Ils ne s'arrêtent pas parce que je les freine. Ils continuent. Et s'ils continuent de la même façon, c'est qu'ils s'accélèrent. Parce que sinon, ils ralentiraient. Et c'est la même chose pour tout ce qui nous entoure. L'univers, s'il avait été lancé comme ça à la volée et qui s'épuisait petit à petit, comme disent les lois de la thermodynamique, la deuxième loi de la thermodynamique, ou la première, non, la deuxième, je crois, euh, bah, il n'y aurait plus d'univers depuis belle lurette. C'est quoi cette histoire? Donc, il ne pouvait pas admettre des choses comme ça et qu'on enseigne, qu'on ose enseigner à des enfants des hypothèses aussi stupides. Prétendre qu'il n'y a pas de mouvement perpétuel, alors que de toute évidence, l'univers est un mouvement perpétuel, puisqu'il est capable de maintenir ses mouvements malgré tous les freinages qu'il subit à tous les niveaux. Et de toute façon, même s'il n'y avait pas de freinage, selon les théories habituelles, de toute façon, ils épuiseraient son énergie. Alors, ce n'est pas du tout le cas. On n'a jamais constaté un épuisement quelconque de l'énergie de l'univers, ce n'est pas vrai. L'univers s'accélère, s'auto-accélère, s'auto-entretient en permanence. Et donc, c'est un mouvement perpétuel, puisque ce qui définit les mouvements perpétuels, c'est précisément qu'il crée sa propre énergie et qu'il en crée tout le temps en fonction des besoins. Et que si je le freine, eh bien, il accélère pour se remettre en route. Et c'est bien ce qui se passe dans la matière, n'est-ce pas? Ah, je tiens un stylo, ce stylo, le simple fait de le tripoter, les atomes de ma main devraient freiner les mouvements des électrons, etc. Et ce n'est pas le cas. Mon stylo ne va pas disparaître, exploser, ou je ne sais quoi, sous prétexte que je le manipule de cette façon-là. Et ça, ce sont des évidences premières. Mais les scientifiques n'aiment pas les évidences premières. Ils n'aiment pas les choses simples. Et ils n'aiment pas les choses simples, pardon, pour une raison simple qui va nous ramener à notre sujet, parce que pour l'instant, je m'en suis un peu éloigné, mais c'était pour vous dire que dès son plus jeune âge, mon père a élaboré des théories pour expliquer, une théorie pour expliquer l'univers, et il a réussi à le faire, pour expliquer l'atome et le cosmos avec une seule théorie, un seul principe, et il est le premier et le seul à l'avoir fait. Et donc, c'est à partir de là que mes propres travaux ont pu démarrer. Quand il a donc sorti son livre Et l'univers fut, j'en ai fait des corrections et je me suis rendu compte que c'était génial. Je me suis dit vraiment, il y a quelque chose de formidable là-dedans, puisqu'il euh, explique tout l'univers avec une seule énergie, un seul principe unique, une seule énergie d'énergie magnétique, pas 3, 4, 5 énergies, la force forte, la force faible, la gravitation, l'électromagnétisme, etc. Non, non, non.
une énergie, on explique tous les phénomènes, et aussi bien pour l'atome que pour le cosmos. Direct, sans aucune difficulté. Donc je me dis, c'est trop génial ça là, mais d'où vient cette énergie magnétique de départ? Eh bien, c'est ça que j'ai cherché. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler, à méditer et à faire mon travail là-dessus. Comprendre ce que c'est que l'énergie magnétique. Mais comme on avait mis en évidence que cette énergie magnétique est égale à zéro, c'est-à-dire qu'elle est juste l'opposition de deux principes contraires, mais complémentaires et inséparables, qui s'annulent mutuellement. On appelle l'attraction et la répulsion, évidemment, dans l'énergie magnétique, mais sur d'autres points de vue, sur d'autres plans, c'est autre chose. On les appelle autrement. Mais leur complémentarité et le fait qu'ils s'annulent, comme le yin et le yang, hein, dans le Tao, c'est exactement pareil, sauf que Lao Tzu n'a jamais expliqué ce que c'est que le yin et le yang, ni d'où ils viennent. Et pourquoi le Tao se divise en yin et en yang. Bon, donc le Tao, c'est le néant aussi, c'est le tout. Tao, ça veut dire tout, et ce tout, il est dualiste. Donc, je suis arrivé aussi à cette conclusion, avec la différence que pour moi, ce tout, c'était le néant, forcément, puisque l'association du yin et du yang, l'association des deux principes de l'énergie magnétique, s'annule. Et donc, si ça s'annule, eh bien, c'est parfait. Ça veut dire qu'il faut partir du néant. Donc, ces 12 ou 15 années de méditation ont consisté à méditer sur le néant. Et rien d'autre que le néant. Et comprendre pourquoi il y a une dualité à la place du néant. Une dualité qui, en fait, est le néant, puisque la somme est nulle. Mais comment et pourquoi ce néant se divise, devient une dualité? Pourquoi c'est une dualité? C'était ça le problème. Cela aurait permis d'expliquer l'énergie magnétique à partir du néant. Donc c'est à ça que je me suis attelé. J'ai abouti en 1985, j'avais commencé en 1973, 72, dans ces eaux-là. Et voilà, et ça a abouti en 1985. Mais en 1985, je me suis rendu compte que ce que j'expliquais, ce n'était pas l'énergie magnétique à la base, c'était la conscience. C'était l'esprit. Et que la dualité, c'était l'esprit. D'ailleurs, le Tao, c'est l'esprit aussi, évidemment. Et que l'énergie magnétique n'est qu'une façon extérieure de constater l'esprit. Lorsque je parle de moi, je dis c'est de l'esprit. Lorsque je parle de l'univers, je dis c'est de l'énergie. Mais non, c'est pas plus de l'énergie, c'est toujours de l'esprit. C'est de l'esprit, c'est toujours la même dualité, répulsion-attraction. La répulsion, c'est le fait de créer l'univers, de le placer à l'extérieur de la conscience alors qu'il est dans la conscience, et ça c'est quelque chose de fondamental. Vous le méditerez si vous avez envie. Vous ne pouvez avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans votre conscience. Si j'ai conscience d'un objet, toujours ce même stylo, c'est qu'il est dans ma conscience. S'il n'est pas dans ma conscience, j'en ai pas conscience, ça va de soi. Donc tout esprit, tout l'univers dont j'ai conscience, c'est de l'esprit, c'est pas autre chose, c'est pas de la matière. Alors si c'est pas de la matière, si c'est de l'esprit, ça ne sert strictement à rien d'étudier la matière. Étudier la matière, chercher la particule au cœur de l'atome, ça ne sert strictement à rien. Ça n'apporte aucune connaissance. La seule connaissance possible, c'est d'étudier l'être, la conscience. Et là, c'était déjà fait, puisqu'en partant du néant, en étudiant le néant, je m'apercevais que j'expliquais la conscience. Donc à partir de là, j'ai tout fait pour faire connaître cette théorie, sans grand succès, il faut bien le reconnaître, puisque tout le monde est fermé absolument à ça, tout le monde a peur de ça, et surtout les scientifiques. Donc à partir du moment où les scientifiques disent le contraire ou vous envoient balader, c'est évident qu'on n'est écouté nulle part. C'est pas grave, j'avais écrit, mon premier bouquin, c'était celui-ci, donc en 85, et j'avais mis comme titre « Quand la réincarnation devient une certitude scientifique » et non pas l'origine de la conscience, sur les suggestions de mes guides. Non, disons qu'à l'époque, je recevais des messages de galactiques qui m'ont suivi de près et qui m'ont tenu par la main. Et ils m'ont dit non, il ne faut pas appeler ce livre l'origine de la conscience, parce que ça n'intéresse personne. Et ce qui est important pour l'avenir de l'humanité, c'est la connaissance de la réincarnation et la croyance en la réincarnation. Donc il faut absolument orienter ce livre sur la réincarnation, puisque tu es le premier à prouver de façon scientifique, rationnelle et irrévocable la réalité de la réincarnation. Évidemment,
puisque quand on a compris que la conscience est à la base, tout le reste, ce ne sont que des incarnations et des réincarnations successives de cette même conscience, évidemment. Bon, bref, voilà, ça c'est pour nous présenter, et ça nous ramène quand même à notre sujet, qui est le mental et le supramental. Mais c'est important de comprendre la démarche pour pouvoir parler de ça. Parce que beaucoup de gens parlent du supramental, s'intéressent au supramental aujourd'hui, c'est vrai, mais ne savent pas trop ce que ça veut dire. Et ils savent d'autant moins qu'ils ne savent pas non plus ce que c'est que le mental. Peu de gens pourraient vous dire, je ne connais pas, bon, moi j'enseigne, hein, j'enseigne ça à l'Université francophone de haute métaphysique et de métaphysique opérative, j'enseigne ce que c'est, donc on en discute souvent avec les étudiants, etc. Mais à part eux, demander à quelqu'un ce que c'est que le mental, d'où il vient, pourquoi il est là, etc., personne ne saura vous répondre. Ni un psychologue, ni un scientifique, ni un physicien, ni un religieux, ni un philosophe, etc. Personne n'a la moindre idée de ce que c'est que le mental. Et tant qu'on ne sait pas que le mental, ça ne sert à rien de se poser la question du supramental ou de se demander comment on passe du mental au supramental, évidemment. Pour tout cela, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la conscience. Et cette affaire étant réglée, on peut savoir ce que c'est que le mental, et on peut savoir où il se dirige, et qu'est-ce qu'il y a après, et qu'est-ce qu'il y a encore après, etc. Est-ce que je suis toujours en ligne? Oui, tout à fait, on t'entend très bien. On m'entend toujours, parfait, merci. Voilà, voilà. Donc, on va évidemment pas rentrer dans le détail ici, j'ai des tas de conférences sur Internet, sur YouTube, etc. Il y a des livres qui donnent tous les détails, il y a des cours, les modules, il y a 12 modules de haute métaphysique et de métaphysique opérative qui expliquent tout ça en détail. Bien évidemment que ce n'est pas en une heure qu'on va expliquer tout ça, mais c'est pour vous donner une idée générale de la démarche. Et à quel point il est important pour aujourd'hui, pour l'humanité d'ailleurs, c'est ce que l'humanité recherche aujourd'hui, et tous les scientifiques se tournent vers cela. Maintenant, tous les physiciens cherchent à comprendre la conscience, hein. Ils se rendent bien compte qu'il n'y a pas de matière. La physique quantique, à force d'étudier la matière, s'aperçoit qu'il n'y a pas de matière, c'est quand même un comble. Alors pourquoi continuer de faire de la physique? Puisque la physique, c'est l'étude de la matière. Ce n'est pas l'étude de la conscience. Jamais la physique ne pourra comprendre ce que c'est que la conscience. La conscience ne vient pas de la matière, c'est la matière qui vient de la conscience. Et vous tous qui faites, qui faites de la méditation ou qui êtes dans la spiritualité, vous le savez bien. Vous vous en êtes bien rendu compte. Vous en avez toujours une intuition de toute façon. Bah, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le démontrer. Et de pouvoir le démontrer au plus matérialiste de tous les matérialistes que vous pouvez rencontrer. Parce que là, il n'y a plus de doute possible. À moins d'être d'une mauvaise foi totale, on ne peut plus, une fois qu'on a étudié la haute métaphysique, douter du fait que la conscience provient du néant à chaque instant. Le processus créateur de la conscience est un processus à chaque instant. Il est en même temps créateur des univers que cette conscience contient, puisque de toute façon, il n'y a pas de conscience sans univers. Ça ne voudrait rien dire une conscience sans univers. Mais bon, et c'est quand même ça la dualité. Moi et l'univers, moi et l'autre, moi et l'infini, moi le zéro au centre de l'infini. Et remarquez en passant que zéro et infini, c'est les deux caractéristiques du néant. Alors la question était pourquoi ces deux principes se séparent? Pourquoi le zéro place l'infini à l'extérieur de lui-même? Pourquoi? Ce qui engendre la conscience. C'était ça la question, et c'est ça que j'ai compris en 1985. Et je ne vais pas rentrer dans cette abstraction-là, maintenant ça serait trop difficile. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on évolue par rapport à ça? Une fois qu'on a séparé l'infini du zéro, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au centre de l'univers et d'avoir l'univers à l'extérieur, alors qu'il n'est pas à l'extérieur puisqu'il est dans ma conscience. C'est ma conscience, c'est la forme de ma conscience à un moment donné. Donc il est dans ma conscience, je dois comprendre pourquoi je me retire au centre, un peu comme disent les védantistes d'ailleurs dans les Védantas. Il me semble qu'on dit que Dieu se retire pour exprimer son infinité. Et c'est ce qui se passe, mais il n'explique pas pourquoi. C'est toute la différence. Moi, j'explique pourquoi le zéro se place au centre de l'infini et place l'infini à l'extérieur, ce qui donne le sentiment de conscience. C'est l'opposition des deux
qui donne le sentiment de conscience. Mais il n'y a pas que le sentiment de conscience. Parce que vous l'avez peut-être compris, mais le fait de placer l'infini à l'extérieur du zéro, c'est le phénomène de répulsion. Et qu'est-ce qui manque? Ben, il manque le fait que ce fait de placer l'infini à l'extérieur est faux. C'est pas vrai puisque c'est dans la conscience. Et que donc la vérité va forcément se rétablir. Et elle ne peut que se rétablir. Et on appelle ça l'absolu. On appelle ça l'unité. Il y en a qui appellent ça Dieu. Peu importe. On a besoin de réintégrer cet infini, c'est-à-dire de se reconnaître en fait que l'infini est à l'intérieur de soi. Et que tout est soi. Et ça, c'est toute la spiritualité. Toute l'évolution spirituelle, mais toute l'évolution de l'univers n'est qu'une évolution spirituelle. Il n'y a pas d'exception. Lorsque je nais, que je grandis, etc., c'est une façon d'intégrer de l'information, d'intégrer de l'énergie, d'intégrer un peu le monde extérieur. Et lorsque je suis un être humain par rapport à un végétal ou un minéral ou un animal, c'est que j'ai intégré plus d'informations, que j'ai intégré plus de cet infini. Et donc que j'ai progressé vers l'infini, que j'essaie d'intégrer l'infini de plus en plus et à chaque instant. Et il n'y a pas un instant où ma mémoire ne s'enrichit pas de quelque chose de plus que j'ai capté dans l'infini pour devenir infini, pour m'apercevoir que le zéro en fait est infini et que ce n'est que le néant alors que j'ai l'impression contraire. Et donc, cette réintégration progressive du monde qui explique le temps, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va comprendre le temps. On a compris l'espace puisque l'infini est extérieur à ce qu'on croit être soi. Donc on crée l'espace, c'est la répulsion. Mais après, on va essayer de réintégrer cet infini, mais on ne va jamais réussir à l'intégrer totalement parce qu'il est infini. Le simple fait de comprendre que c'est l'infini permet de comprendre que l'infini n'est pas possible. Il n'y a pas d'infini qui puisse être intégré parce que ce serait fini. Si je disais, ça y est, j'ai intégré tout l'infini, ben je serais fini. Et donc, ce serait raté. Et c'est toujours ce qui se passe. L'infini est une progression perpétuelle. Donc, perpétuellement, j'intègre l'infini à l'intérieur de moi. Et c'est pour cela que j'évolue. Soit évolue. On a été des particules atomiques, sans doute, on a été ceci, cela. Demain, on sera des galaxies. Entre les deux, on est des êtres humains, on est des animaux, on est des végétaux, on est tout ça. À chaque fois, on intègre un peu plus de l'infini. Je suis plus infini qu'un chat. Je suis plus infini qu'un caillou. Un peu. Mais je suis moins infini que les anges, les archanges, etc., qui nous dominent et qui nous contiennent. Évidemment, nous sommes leur passé. Mais le fait que l'infini ne puisse jamais être atteint explique le temps. C'est-à-dire qu'on est forcément forcé d'y aller puisque c'est la réalité. L'unité du zéro et de l'infini, l'unité du néant est la seule réalité. Donc chaque fois qu'on a l'impression d'en être séparé, on fait tout pour le réintégrer, mais on n'arrive jamais à l'intégrer. Donc l'évolution est éternelle, donc les incarnations successives sont éternelles pour progresser vers cette unité, pour progresser vers Dieu, comme diraient certains. On n'arrête pas d'évoluer. Et ça, intégrer le monde à l'intérieur de soi, intégrer l'autre, accepter l'autre, aimer les animaux, aimer les plantes, aimer les planètes, aimer tout ce qui nous entoure, l'intégrer, ça s'appelle l'amour, évidemment. L'amour est la contrepartie de la conscience. La conscience, c'est la répulsion qui crée l'espace. L'amour, c'est la réunification de l'infini dans le zéro qui se fait dans le temps parce qu'elle n'est jamais terminée. Et c'est la seule théorie rationnelle et satisfaisante qui explique le temps. Aucun scientifique aujourd'hui, ni physicien, ni autre chose, ni philosophe, ne peut vous expliquer le temps, ça n'existe pas. Et cela est extrêmement clair et extrêmement simple. Évidemment, c'est simple. L'univers ne peut être que simple. Mon père le dit régulièrement. Si l'univers n'était pas simple, il ne pourrait pas exister. Comment voulez-vous que l'univers soit compliqué? Alors pourquoi il paraît compliqué, l'univers? Eh bien, il paraît compliqué justement parce qu'on refuse la vérité. On refuse la réalité, puisqu'on place l'infini à l'extérieur. Donc on s'en sépare. Et ce faisant, on est obligé d'entretenir cette séparation. Et qu'est-ce qui entretient cette séparation entre moi et l'infini? C'est l'ego. C'est ce que je crois être qui me sépare de l'autre. Et qu'est-ce qui défend cette identité personnelle
qui me sépare de l'autre. C'est le mental. Le mental est le processus inclus dans la conscience, c'est une façon de fonctionner de la conscience qui permet d'entretenir l'ego pour échapper à l'infini, et donc pour échapper à la connaissance, et donc pour échapper à Dieu, ou à l'infini ou au tout. On passe notre temps à freiner notre propre évolution. Et ça, c'est le processus mental normal. C'est-à-dire que le mental est un filtre qui s'appuie sur toutes les mémoires, c'est-à-dire sur toutes les informations intégrées à un moment donné, ici et maintenant, par moi, par exemple, pour mon exemple, j'ai un certain nombre de mémoires, des vies antérieures, des vies de dinosaures, de cactus, de tout ce que vous voulez, de particules atomiques, et puis des vies humaines aussi, une quantité de vies humaines, ou ailleurs que sur Terre, etc., comme tout le monde d'ailleurs. Et toute cette accumulation d'informations, toute cette accumulation de mémoire constitue le moyen de ne pas être infini, constitue un ego qui permet de freiner l'évolution, constitue un filtre qui dit non, je ne veux pas que ça change, je veux garder ces mémoires telles qu'elles sont. Mais je suis obligé quand même d'intégrer un petit peu plus de mémoire à chaque instant, donc j'évolue quand même, mais à vitesse lente, en freinant. Et c'est le mental qui défend ces mémoires et qui constitue la membrane entre tout mon passé et tout mon futur que je vois à l'extérieur et que je devrais intégrer tôt ou tard de toute façon. Mais ce mental, il fait en sorte de ne pas l'intégrer ou de l'intégrer par petites touches, de temps en temps. On intègre, on intègre. L'amour se fait dans le temps. L'amour se fait progressivement. L'amour est en croissance permanente. Alors que la conscience, non. La conscience n'est pas du tout en croissance. La conscience, elle est une fois pour toutes dès le départ jusqu'à l'éternité. La conscience ne peut pas évoluer. Elle est toujours le sentiment qu'il y a un espace à l'extérieur. Et ce principe-là, il est absolument éternel puisque la cause de cette séparation entre le zéro et l'infini, qui est en fait l'impossibilité de l'infini, peut-être vous l'avez compris, cette cause est éternelle. Donc la conscience est éternelle. Donc à partir du moment où on a compris ces choses-là, on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de pas grand-chose. On a compris ce qu'on fait là. On sait que l'amour est la seule issue. On sait qu'il n'y a que de l'amour dans l'univers, évidemment. Quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, on est toujours en train de chercher à aimer plus. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas un être dans l'univers, une particule. Les particules s'attirent entre elles. Les animaux, ils essayent d'avoir une sexualité. Les plantes, elles essayent de capter l'énergie du soleil, de la terre, etc. pour grandir. Les minéraux, c'est la gravitation, ce qu'on appelle la gravitation. Ils se collent au sol. Si vous le lâchez, ils tombent. C'est une forme d'amour primitive. Mais c'est toujours que de l'amour. Et si vous avez quelqu'un près de vous, à côté de vous, qui dit des bêtises, ou qui vous insulte, qui vous envoie, qui vous fait les pires crasses, c'est de l'amour, évidemment. Ça ne peut être que de l'amour. La colère, ça ne peut être que de l'amour. La haine, ça ne peut être que de l'amour. C'est-à-dire, je sais bien que je voudrais être un avec toi, mais je ne peux pas parce que mes mémoires, mes habitudes, ma conception, mon idée de moi-même m'en empêchent. Et donc, je me mets en colère à cause de cette émotion, de cette tension entre deux volontés contraires. Et là où ces deux volontés s'opposent, le besoin d'être infini et d'aimer, et le besoin de ne pas être infini, et donc d'être soi, et donc de ne pas aimer. Ces deux volontés contraires qui sont répulsion et attraction se heurtent, elles s'opposent l'une à l'autre. Et là où elles s'opposent l'une à l'autre se situe la particule atomique. Ce qu'on appelle une particule atomique, ce que l'on croit être une particule atomique, absolument pas de la matière, c'est juste l'opposition de deux processus mentaux, de deux processus intérieurs, de deux processus spirituels, qui consistent d'un côté à vouloir être infini, de l'autre côté à ne pas pouvoir et ne pas vouloir être infini. Donc ces deux volontés contraires, là où il y a ces deux oppositions-là, il y a le sentiment de matière. Ah, stop, il ne faut pas que j'aille plus loin, parce que si je vais plus loin, je vais aimer plus que je n'en suis capable. Je vais aimer plus que je ne le veux bien. Mais peut-être dans une autre vie, après beaucoup d'expériences, je vais finir par aimer ça. Oui, évidemment. C'est comme ça qu'on évolue spirituellement de vie en vie, de règne en règne. Voilà pour le décor. Alors maintenant,
que je vous ai dit ça, vous avez déjà compris ce que c'est que le supramental par rapport au mental. Parce que je l'ai dit. Parce que le mental, c'est la façon de filtrer ce que je veux bien aimer, jusqu'où je veux bien aimer l'infini extérieur, apparemment extérieur. C'est un filtre, je me limite avec ça, mais je me limite de moins en moins. Donc pendant un certain temps, je veux croire à la matière, donc je me dis, c'est de la matière, c'est pas moi, l'autre c'est l'autre, moi je suis moi, on est en concurrence, on s'oppose l'un à l'autre, ce que l'autre a, moi je ne l'ai pas, etc. C'est la bagarre permanente. C'est toute la vie habituelle de la troisième dimension dans laquelle nous nous complaisons encore actuellement. Cette façon de croire à la matière et de croire que l'autre est séparé de soi, cela, c'est une opposition qui nous entretient dans la haine, qui nous entretient dans la séparation, qui nous entretient dans la concurrence, évidemment, dans toutes ces choses-là. Tout le monde financier, économique que nous vivons actuellement, politique, ne repose que là-dessus, que sur ce mental qui se croit tout permis et qui a peur de tout, parce qu'il a peur de la mort, qui a peur d'évoluer, qui a peur de tout ce qui est spirituel, etc. Le mental, il est truffé de peur, ce n'est que de la peur. Le mental, il ne veut pas s'ouvrir à l'infini, il ne veut pas être infini. Donc il freine grâce à la peur. Le mental, ce n'est que de la peur. Non, non, je ne veux pas évoluer, je ne veux pas évoluer. Donc tous les gens qui nous gouvernent, etc., sont complètement régis par ce mental de la troisième dimension. Les autres dimensions, je n'en parle pas. On en parle dans le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure, l'univers fut, la pyramide de l'évolution qui vous décrit ça très en détail. Mais la première dimension, c'est ce qu'on appelle le minéral. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le végétal. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle l'animal. C'est parce que ce sont des façons d'aimer qui évoluent. C'est l'amour qui évolue, ce n'est pas la conscience. C'est des façons d'aimer qui sont différentes. De temps en temps, on change complètement de mode de fonctionnement. Les animaux, ils ont sorti leurs racines du sol, donc ils sont capables d'aller gambader pour faire l'unité avec des partenaires à droite ou à gauche, alors que les végétaux ne sont pas capables de le faire. Donc ça change de règne. Et pour les minéraux, c'est pareil. Les minéraux, ils mettent très très longtemps à bouger un tout petit peu, à fondre, etc., à recevoir l'énergie du soleil ou des volcans, ou ce que vous voulez. Et il leur faut beaucoup de temps pour évoluer, mais petit à petit, ils intègrent, et puis petit à petit, ils se mélangent avec d'autres minéraux, etc. Il y a de la fusion qui se fait. Et ils finissent par évoluer quand même et par donner des lichens, par donner des trucs végétaux. Donc ça change encore de règne. Première, deuxième dimension, troisième dimension, on y est. Parce qu'on est des animaux. On est des animaux qui nous opposons les uns et les autres et qui avons une sexualité les uns par rapport aux autres. Et c'est le mode de fonctionnement de la 3D. Maintenant, l'homme est une étape intermédiaire parce que les animaux ne remettent pas en cause cela, ne se posent pas de questions. Et il y a une dimension intermédiaire qu'on appelle la quatrième, la 4D, qui est la recherche. Tout ce qui est scientifique, philosophie, religion, tout ça, c'est propre à l'être humain. C'est pas propre aux animaux. Les animaux ne se posent pas de questions. Ils ont faim, ils mangent. S'il y a à manger, ils ne se posent pas la question pourquoi il y a à manger, ils mangent. Ils ne se demandent pas pourquoi ils ont envie de manger. Ce n'est pas leur problème. Le mental, lui, se pose la question, il se demande qu'est-ce que je fais là, pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a tout ça. Mais il n'est pas en état de comprendre parce que c'est que du mental. La quatrième dimension, c'est le mental. Et ça ne dure pas longtemps. C'est toute une petite tranche très fine entre le monde strictement animal et ce qu'on va vivre très bientôt, qu'on appelle la cinquième dimension, c'est-à-dire le supramental. Alors, qu'est-ce que c'est que le supramental par rapport à tout ça? Ben, le supramental, ça commence avec la connaissance. Et tant qu'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas de supramental possible. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas la connaissance, il y a la peur. C'est pas compliqué. Et tant qu'il y a la peur, ben, il n'y a pas d'amour. C'est pas compliqué. Et tant qu'il n'y a pas d'amour, ben, il n'y a pas d'unité entre soi et l'autre. Et s'il n'y a pas d'unité entre soi et l'autre, le mental n'est pas remis en cause. Il continue de jouer le jeu de la séparation, du matérialisme, de la finance, etc. Donc, ce n'est pas de supramental possible. Pour que le supramental arrive, il faut commencer par le commencement, il faut d'abord comprendre. C'est le rôle de la 4D. Il n'y en a pas beaucoup dans la 4D qui veulent bien comprendre, mais il y en a. Et ceux qui veulent bien comprendre, eh bien, ils font le passage. C'est normal. On le fait par la méditation, on le fait par l'étude, par la recherche, etc.
Et lorsque cette unité entre soi et l'autre devient une évidence, lorsqu'on a suffisamment compris les choses pour qu'il soit clair que l'univers qui est extérieur, qui paraît extérieur à ma conscience, est en fait dans ma conscience, sinon je n'en aurais pas conscience. Quand on a compris donc que tout est spirituel et qu'il n'y a jamais eu de matière nulle part et qu'il n'y aura jamais de matière nulle part, quand on a compris que la conscience est absolument éternelle et que l'évolution est inévitable, et ainsi de suite, ben c'est là qu'on est dans le supramental. C'est là qu'on est dans la 5e dimension et qu'on ne peut plus jouer le jeu du monde matérialiste, du monde que nous connaissons à l'heure actuelle dans la politique, avec toutes ces histoires quand on tente de nous manipuler génétiquement, de faire de nous des transhumains pour nous manipuler davantage, pour nous contrôler davantage, parce que le mental, il veut contrôler, il veut tout contrôler puisqu'il a peur. Il a peur de tout, donc il veut tout contrôler. Et c'est pour ça que les hommes politiques aujourd'hui veulent nous injecter des ADN artificiels, etc., pour que nous devenions des êtres transgéniques, qui leur appartenions d'ailleurs, qui leur appartenons à ce moment-là, puisque dès l'instant qu'une plante est transgénique ou qu'un être est transgénique, il appartient à celui qui a déposé le brevet. Donc tous ceux qui auront eu cette injection appartiennent à l'État ou appartiennent aux laboratoires pharmaceutiques qui sont à l'origine de cela. Donc ils cessent d'être des humains et donc ils cessent par la même occasion d'être régis par les droits de l'homme. Ils n'ont plus aucun droit de l'homme, plus le droit de propriété, plus le droit d'expression, plus le droit de ce que vous voulez. Tout cela, c'est terminé. C'est terminé pour eux. Ils seront manipulables à volonté grâce à la 5G. D'ailleurs, si vous connaissez le principe, le rapport entre le graphène et la 5G, vous savez que ces injections sont des injections de nanoparticules qui réagissent et qui vont réagir en fonction des ondes qui sont envoyées par les antennes de 5G. Bref, tout cela, ce sont des méthodes de contrôle de la population, de contrôle de l'humanité, pour cause de peur et donc pour cause de méconnaissance de ce que c'est que soi, d'incompréhension de l'univers, d'incompréhension de la conscience. Et donc, cette peur pousse à contrôler de plus en plus. Et c'est dramatique. Et puis, il y a des gens qui jouent ce jeu, bon, et puis il y en a d'autres qui refusent de le jouer. Chacun se place là où il veut bien se placer. Et, et donc, ceux qui auront réussi à échapper à tout ça et à rester des êtres souverains, et parce qu'ils auront conscience, parce qu'ils auront compris qui ils sont, parce qu'ils auront compris d'où ils viennent et où ils vont, parce qu'ils auront compris que ceux qui nous manipulent, bon, ce sont simplement des ignorants, et que l'amour doit régner, on est là pour le faire régner, et qu'ils n'attendent pas que les autres le fassent. C'est nous qui devons créer cette civilisation, cette nouvelle civilisation 5D. Eh bien, tous ceux-là la vivront, cette 5D. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que lorsque vous vous élevez spirituellement au-dessus d'une dimension, certes, vous êtes encore témoin des dimensions inférieures, mais les dimensions inférieures, vous leur échappez, n'est-ce pas? Nous n'avons pas prise sur la 5D. Les gens de la 3D ont prise sur nous quand on reste dans la 3D. Mais quand on est dans la 5D, ils n'ont plus prise sur nous. Comme nous n'avons pas prise sur la 6D, la 6e dimension, qui est la dimension christique. Et ainsi de suite. Il y en a autant qu'on veut des dimensions comme ça. Nous n'avons pas prise dessus, nous ne la voyons pas. Nous vivrons la 5D. Nous continuerons de voir la 4D, la 3D, la 2D, la 1D. Il y aura encore des minéraux, des végétaux, des animaux, tout ça, des êtres humains qui font de la recherche et tout. Mais nous nous placerons au-dessus, donc nous sommes témoins de tout notre passé, mais nous ne sommes pas témoins de ce qui nous est futur. Tout ce qui n'est pas encore dans notre mémoire, nous ne pouvons pas en avoir conscience. Nous le percevons intuitivement, nous sommes attirés par ça intuitivement, mais nous ne le vivons pas concrètement, pas matériellement. Mais ça viendra. Nous passerons un jour dans la 6D, dans la 7D, etc. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, vous avez certainement compris ce que c'est que le supramental et comment on y va. Donc, je pense que pour le moment, il n'y a qu'une chose à se souhaiter, c'est de continuer dans cette voie, d'approfondir cette voie et d'aller jusqu'au bout, de résister autant qu'on peut pour pouvoir continuer d'aller jusqu'au bout, évoluer spirituellement autant qu'on peut, faire en sorte que l'unité règne et d'abord entre nous, en attendant qu'elle puisse régner partout dans notre univers. C'est le bonheur que je nous souhaite. Merci de votre attention.